L'annonce est mise en ligne demain pour $4.1 M, annonça ma sœur, en montrant les photos professionnelles de mon domaine viticole. L'agent immobilier avait déjà 3 acheteurs qualifiés. L'inspection était prévue pour jeudi. Maman la serra dans ses bras, tu obtiens enfin ce que tu mérites. Le message texte de l'agent de séquestre arrêta tout, Kate, quelqu'un est en train d'imiter ta signature. J'étais assise au bout de la table du dîner dominical, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant Rachel faire défiler les photos de l'annonce sur son téléphone. Les images étaient professionnelles, la lumière dorée du soir sur les rangées de vignes, la terrasse en pierre avec son mobilier en fer forgé, la piscine à débordement reflétant les couleurs du coucher de soleil. Mon domaine viticole, la propriété que j'avais achetée il y a 8 ans quand papa m'avait dit, l'immobilier dans la région viticole, tu feras faillite en 2 ans. 3 acheteurs qualifiés déjà, répéta Rachel en inclinant l'écran vers maman. Marcus dit que nous pourrions avoir une guerre d'enchères d'ici mercredi. Un couple de San Francisco a vu les photos et veut visiter demain matin. Les yeux de maman étaient humides. Elle serra la main de Rachel par-dessus la table. Tu obtiens enfin ce que tu mérites, ma chérie. Après toutes ces années à soutenir cette famille pendant que ta sœur jouait à la fermière. Mon téléphone vibra sur mes genoux. Je baissai les yeux sur l'écran. Kate, urgence. Quelqu'un essaie de conclure la vente du 847 Meadowlark Drive. Ils imitent ta signature. Appelle-moi maintenant. Jennifer. Jennifer Moss. Ma camarade de chambre à l'université, celle que j'avais aidée en chimie organique pendant qu'elle jonglait avec 2 emplois, et qui dirigeait maintenant le service de conformité chez Coastal Valley Escrow, la plus grande société de titres de la région viticole. Je reposai délicatement ma fourchette. Le tintement sec contre l'assiette fut le seul son que je fis. L'inspection est jeudi à 14 h, continua Rachel, en parcourant ses messages. Marcus a déjà fait une copie de la clé. Je lui ai dit de retrouver l'inspecteur directement là-bas. Pas besoin de déranger Kate avec ça. Mon beau-frère, Derek, leva son verre de vin à Rachel. À l'injection de capital dont l'entreprise familiale a enfin besoin. L'entreprise familiale, le cabinet de conseil de papa qui luttait temporairement depuis 6 ans. Le même cabinet où Rachel travaillait comme vice-présidente exécutive, un titre qui signifiait qu'elle planifiait les réunions de papa et gérait son calendrier. Je m'excusai pour aller aux toilettes, le téléphone déjà collé à mon oreille. Jennifer? Kate. Sa voix était tendue. Professionnelle. Je regarde les instructions de séquestre pour le 847 Meadowlark Drive. Prix de vente, 4,1 millions de dollars. La signature du vendeur est datée de mardi dernier, mais le numéro du cachet du notaire ne correspond pas à notre base de données. L'inclinaison de la signature est décalée de 12 degrés par rapport à votre modèle de signature habituel. Elle marqua une pause. Kate, j'ai pris un café avec toi mardi dernier. Tu étais à Portland pour la conférence des distributeurs de vin. Mon reflet me fixait dans le miroir de la salle de bain. Les murs étaient d'un jaune pâle. L'air sentait le savon à la lavande de maman. Et quelque part, de l'autre côté de cette porte, ma famille célébrait le vol réussi de ma propriété. Qui est l'agent vendeur, demandai-je. Marcus Chin, boutique Estate Realty. Et l'acte. Ils ont falsifié un acte de renonciation déposé auprès du comté il y a 3 semaines. Quelqu'un a payé les frais de traitement express de $1 450 pour éviter la file d'attente de vérification. Ça a presque marché, mais chaque propriété de plus de 3 millions de dollars déclenche notre protocole de conformité renforcé. Je vérifie personnellement les signatures. Je pensais à mardi, au centre des congrès de Portland, à la session de l'après-midi sur les normes de certification biologique, à l'événement de réseautage du soir où j'avais pris contact avec un distributeur de Seattle. Les données de localisation de mon téléphone pouvaient prouver que j'étais à 632 miles de là quand j'aurais prétendument signé l'acte de cession de ma propriété. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. J'ai gelé le compte séquestre. L'acompte de $410 000 de l'acheteur est sécurisé. Je dépose un signalement pour fraude auprès du bureau de l'enregistrement du comté et de la commission immobilière de l'État. Et Kate, sa voix s'adoucit légèrement, je suis désolé, mais tu dois appeler la police ce soir. Je retournai dans la salle à manger. Rachel montrait à papa l'analyse comparative du marché. Des pages glacées montrant les ventes récentes de vignobles, les calculs de prix par acre, les délais prévisionnels. L'agent immobilier avait été méticuleux. Ce n'était pas impulsif.
C'était planifié. L'avocat de l'acheteur a déjà approuvé le rapport de titre préliminaire, disait Rachel. Marcus dit que c'est la partie la plus difficile. Tout le reste n'est que de la paperasse. Je m'assis. Je pris mon verre d'eau. La glace avait fondu, le laissant à température ambiante et légèrement métallique. Quand avez-vous décidé de faire ça, demandai-je. Le silence se fit à table. Rachel leva les yeux, son expression brièvement confuse avant de se lisser en quelque chose de préparé. Faire quoi? Falsifier l'acte de propriété de mon domaine. La fourchette de maman tomba bruyamment contre son assiette. La main de papa se figea en tendant le bras vers la bouteille de vin. Le regard de Derek se posa sur Rachel, puis s'en détourna rapidement. Kate, de quoi parles-tu? La voix de Rachel avait cette intonation qu'elle prenait quand elle était sur le point de pleurer. L'intonation qui mettait fin à nos disputes depuis que nous étions enfants. C'est le domaine viticole. La famille était d'accord. La famille était d'accord pour voler ma propriété? Tu es dramatique, la voix de maman était sèche. Rachel a tout expliqué. La propriété est de toute façon gaspillée avec toi. Tu n'es jamais là. Elle reste vide pendant que tu voyages pour ce petit passe-temps vinicole. Ce petit passe-temps vinicole a généré 340 000 $ de revenus l'année dernière. La valeur de la propriété du domaine a augmenté de 47% depuis l'achat. Et j'étais à Portland mardi dernier, quand j'aurais prétendument signé l'acte de renonciation transférant la propriété à Rachel. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était pas le choc. C'était le moment où les gens qui ont été pris décident s'ils vont persister ou battre en retraite. Rachel choisit de persister. Tu es juste jalouse que je réussisse enfin, que je sauve l'entreprise familiale pendant que tu joues à la vigneronne, sa voix monta. Sais-tu combien de sacrifices j'ai fait? Combien d'années j'ai travaillé pour papa, à soutenir cette famille, pendant que tu gardais égoïstement tes actifs? Il existe un concept psychologique appelé le sophisme du joueur. C'est la croyance que si vous continuez à jouer, à parier, les chances finiront par tourner en votre faveur. J'avais passé 8 ans à penser que si seulement je prouvais que j'avais assez de succès, si seulement je construisais quelque chose d'assez indéniable, ma famille me verrait enfin comme autre chose qu'une ratée qui avait eu de la chance. Mais leur récit était plus important que ma réalité. L'agent de séquestre est Jennifer Moss, dis-je doucement. Ma camarade de chambre à l'université. Elle vérifie personnellement chaque transaction de plus de 3 millions de $. Elle m'a appelé il y a 1 heure. Elle a déjà gelé le compte séquestre. L'acompte de 410 000 $ de l'acheteur est sécurisé. Elle dépose des signalements pour fraude auprès de l'enregistreur du comté et de la commission immobilière de l'État. Je les regardais un par un. Et j'appelle la police en partant d'ici ce soir. Derek se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Rachel, nous devons. Assieds-toi, Derek, la voix de papa était autoritaire, le ton qu'il utilisait avec les clients difficiles. Il se tourna vers moi, son expression se transformant en quelque chose que je reconnaissais, le négociateur raisonnable, le patriarche calme. Kate, ne soyons pas hâtifs. C'est évidemment un malentendu. Rachel essayait d'aider en falsifiant ma signature sur un acte de renonciation? En liquidant un actif que tu n'utilises même pas pour sauver l'entreprise familiale. Notre entreprise. L'entreprise qui emploiera tes futurs neveux et nièces, qui représente 3 générations. L'entreprise où Rachel est payée 85 000 $ par an pour organiser des réunions pendant que je construisais un vignoble à partir d'une terre nue. Je me levai. L'entreprise qui a échoué chaque trimestre depuis 6 ans pendant que vous blâmiez les conditions du marché au lieu d'admettre que vous ne pouvez pas vous adapter. Maman poussa un petit cri. Je la regardai. Cette femme qui m'avait dit à 23 ans qu'investir en moi serait un gaspillage de ressources, qui m'avait suggéré de trouver un homme bien au lieu de jouer à la femme d'affaires. Après ce dîner, j'ai créé un document. Je l'ai appelé le grand livre fantôme. Pas une comptabilité financière, mais une comptabilité émotionnelle. Poste 1, Salon du Père. Âge, 23 ans. Il a dit, tu feras faillite en 2 ans. Coût, 8 ans à prouver que je n'étais pas une ratée. Irrécouvrable. Poste 2, chaque réunion de famille où mon entreprise était qualifiée de passe-temps. Coût, érosion de la confiance, quantifié en opportunité non saisie. Irrécouvrable. Poste 3, 40e anniversaire de Rachel, où mon cadeau, une caisse de mon millésime, a été qualifié de attentionné, je suppose.
Les clubs de golf de son mari ont eu droit à 40 minutes de gratitude. Coût, la croyance que mon travail avait de la valeur. Irrécouvrable. Poste 4, mère demandant quand j'allais me ranger, tandis que le travail de gestion de calendrier de Rachel était qualifié de « leadership exécutif ». Coût, respect de soi lentement érodé, partiellement récupérable par l'établissement de limites. Le grand livre fantôme faisait 3 pages. Le total n'était pas en dollars. Il était en dignité. Le système de justice procédurale a agi avec précision. Étape 1, collecte de preuves. J'ai passé le lundi matin au bureau de l'enregistrement du comté. L'acte de renonciation falsifié était le document numéro 2024-087453, déposé le 3 novembre à 14h47. Le cachet du notaire appartenait à Sarah Chin, l'épouse de Marcus Chin, dont la licence de notaire avait expiré 14 mois plus tôt. La signature était la mienne, sauf que le K majuscule était trop haut de 3,2 mm et que le trait final du E se courbait vers le haut au lieu de mon crochet naturel vers le bas. J'ai tout photographié. J'ai sauvegardé les fichiers sur 3 services de cloud distincts. J'ai organisé les documents dans des dossiers étiquetés. Étape 2, consultation professionnelle. Mardi matin, j'ai rencontré Patricia Hang, une avocate en droit immobilier qui s'était occupée de mon achat initial de la propriété. Elle a examiné les preuves à son bureau debout, les fenêtres de son cabinet donnant sur le quartier technologique du centre-ville. C'est une fraude flagrante, a-t-elle dit. Acte falsifié avec un notaire expiré, des divergences dans l'analyse de la signature et votre alibi avec des données de localisation. Nous allons porter plainte au pénal, demander des dommages et intérêts au civil et obtenir une ordonnance restrictive pour empêcher toute nouvelle tentative de fraude. Combien de temps? Mise en accusation dans les 48 heures s'ils sont arrêtés. Le procès civil prend des mois, mais nous gellerons immédiatement tous les actifs obtenus par la fraude. Étape 3, processus de dépôt. Nous avons soumis la plainte pénale au bureau du procureur de district le mardi à 15h15. Numéro de dossier 2024 CR 8834. La division des fraudes du procureur a accéléré l'examen. Le vol de propriété de plus d'1 million de dollars déclenchait des protocoles renforcés. Étape 4, intervention des forces de l'ordre. Mercredi matin, 2 détectives se sont rendus au domicile de Rachel. Ils ont saisi son ordinateur, ses relevés téléphoniques et ses messages textes avec Marcus Chin. Les messages étaient accablants. Rachel à Marcus, 28 octobre, ta femme peut-elle notarier? Sa licence a expiré, mais est-ce que le comté va vraiment vérifier? Marcus à Rachel, 29 octobre, ça devrait aller. Ils sont en retard. Paie juste les frais express. Rachel à Marcus, 1er novembre, entraînement à la signature 6 juin. Qu'en penses-tu? Étape 5, contre-preuve. L'avocat de Rachel a présenté sa défense. J'avais donné une autorisation verbale pour la vente. Rachel avait agi de bonne foi. L'entreprise familiale avait besoin de capitaux, et mon absence de la propriété impliquait un abandon. Patricia a démantelé chaque affirmation dans sa réponse écrite. L'autorisation verbale ne prime pas sur les exigences d'un acte écrit. La bonne foi n'excuse pas la falsification. Les besoins financiers de la famille ne créent pas de droit de propriété. Et l'absence de la propriété n'implique pas l'abandon. La plaignante voyage beaucoup pour son entreprise viticole, générant 340 000 $ par an. Étape 6, mise en accusation. Jeudi matin, le juge Michael Torres a examiné les preuves. Rachel se tenait à côté de son avocat, vêtu d'un tailleur bleu marine qui coûtait probablement 800 $. Derek était assis dans la galerie, le visage blême. Maman et papa étaient au dernier rang. Le juge Torres a lu l'analyse de la signature. Le rapport de l'expert en écriture concluait avec une certitude de 98,7% que la signature était un faux. La divergence du cachet du notaire, les messages textes, le reçu de mon hôtel à Portland et le scan de mon badge de conférence. Mademoiselle Brennan, dit le juge Torres en regardant Rachel par-dessus ses lunettes, vous avez sciemment utilisé un sceau de notaire expiré, imité la signature de votre sœur et tenté de transférer frauduleusement une propriété évaluée à 4,1 millions de $. Comprenez-vous la gravité de ces accusations? La voix de Rachel était à peine audible. Oui, votre honneur. Vol qualifié, faux et usage de faux, et complot en vue de commettre une fraude immobilière. La caution est fixée à 250 000 $. L'audience préliminaire est prévue pour le 12 décembre.
Il se tourna vers Marcus Chin, qui se tenait menotté à côté de son propre avocat. Monsieur Chin, votre licence immobilière est suspendue en attendant l'examen de la commission de l'État. La caution est fixée à 150 000 $. L'huissier les emmena tous les deux. Maman laissa échapper un son brisé. Papa resta assis, parfaitement immobile, le regard fixé droit devant lui. Étape 7, procédure civile. J'ai intenté un procès pour obtenir 2,1 millions de $ de dommages et intérêts. La plus-value de la propriété si elle avait été vendue légitimement, les frais de justice, le préjudice moral et les dommages et intérêts punitifs. Le procès nommé Rachel, Derek, Marcus Chin et Boutique Estate Realty. Étape 8, calendrier des poursuites pénales. Le procureur a offert à Rachel un plaidoyer de culpabilité négocié. Plaider coupable de crime de faux, purger 18 mois avec possibilité de libération conditionnelle après 9, payer 175 000 $ de dédommagement et témoigner contre Marcus Chin. Elle a accepté. Marcus Chin est allé en procès, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et a écopé de 4 ans. Étape 9, appel. L'avocat de Rachel a fait appel en invoquant la pression familiale et le désespoir financier. L'appel a été rejeté. L'avis de la cour d'appel notait « Les difficultés financières n'excusent pas une fraude délibérée. La planification de l'accusé, son utilisation de qualifications de notaire expirées et ses tentatives de dissimuler ses actions démontrent une intention criminelle claire. Les conséquences se sont enchaînées par phase. Pénale. Rachel a purgé 9 mois avant d'obtenir sa libération conditionnelle. Marcus Chin a purgé 2 ans avant d'être transféré dans un centre de réinsertion. Tous deux ont un casier judiciaire permanent pour crime professionnel. La licence immobilière de Marcus Chin a été définitivement révoquée. Sa femme Sarah a perdu sa licence de notaire et a payé 15 000 $ d'amende. Boutique Estate Realty a fermé ses portes après 3 mois. Personne ne veut travailler avec une agence associée à la fraude. Civil. Le jugement de 2,1 millions de $ a été réparti. J'ai reçu 890 000 $ de la vente de la maison de Rachel et Derek, la maison qu'ils avaient achetée avec le prêt temporaire de papa qui n'a jamais été remboursé. Le montant restant du jugement saisit 25% du salaire de Derek jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé. À son revenu actuel, cela représente 17 ans. Financière. L'entreprise de conseil de papa s'est effondrée. Il s'est avéré que 3 clients importants étaient partis discrètement après la couverture médiatique. Nous ne pouvons pas travailler avec un cabinet dont la famille du dirigeant commet des fraudes immobilières. L'entreprise a fermé en février. Papa a pris un poste de consultant contractuel pour 40% de son revenu précédent. Social. Le journal local a publié l'histoire, la fille d'un consultant éminent tente une fraude immobilière d'1 million de $. La communauté viticole est petite. Rachel et Derek ont déménagé à Sacramento. Maman et papa ont déménagé dans un appartement en location dans le quartier le moins cher de la ville. Je vois encore maman parfois à l'épicerie. Elle me regarde comme si je n'existais pas. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse en pierre du domaine viticole. L'air du soir sentait le raisin en fermentation et l'herbe sèche. Les vignes étaient lourdes de grappes de Cabernet Sauvignon, prêtes pour la récolte. Mon chef de culture a signalé une augmentation de 23% du rendement par rapport à l'année dernière. La valeur du domaine avait atteint 4,7 millions de $. Je n'avais aucune intention de vendre. J'avais installé un nouveau système de sécurité, caméras, détecteurs de mouvement, service de surveillance des titres qui m'alertaient de toute tentative de dépôt auprès du comté. Jennifer Moss m'envoyait des mises à jour trimestrielles. Tout est en ordre, aucune activité suspecte. Mon téléphone avait bloqué les numéros de maman, papa, Rachel et Derek. Pas d'appel, pas de message, pas de visite surprise. L'ordonnance restrictive avait été prolongée 2 fois et était maintenant permanente. Le mois dernier, j'ai acheté une deuxième propriété, 40 acres à Paso Robles avec une exposition sud et un sol calcaire. L'ancien propriétaire l'avait jugé trop risqué pour un développement viticole commercial. J'ai finalisé la vente en 18 jours. Il y a une citation que j'ai lue quelque part, « La vengeance n'est pas la rage. C'est la patience affûtée en stratégie. » Mais ce n'est pas tout à fait exact. La vengeance n'est pas une stratégie. La vengeance, c'est survivre à leur mépris si complètement qu'ils sont forcés de vous regarder prospérer sans eux. J'ai une copie encadrée de l'acte de propriété dans mon bureau. Pas le faux,
l'original. Celui que j'ai acheté avec mon propre capital il y a 8 ans, quand papa disait que je ferais faillite. Celui qui ancre maintenant un portefeuille en pleine croissance. De cette terrasse, je peux voir toute la vallée. Les collines ondulent, or et vertes, au loin. Le soleil se couche, rouge-orangé, sur l'horizon. Et quelque part là-bas, ma famille vit avec les conséquences de ses choix. J'ai construit cela. J'ai protégé cela. Et je ne le partagerai jamais, jamais, avec des gens qui voyaient mon succès comme quelque chose qu'ils méritaient plus que moi. La récolte commence demain. La saison s'annonce excellente.